Mesdames et messieurs, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est de celle qui glace le sang. Imaginez que votre vie repose entre les mains d'une femme au sourire doux, au regard attentif. Une femme en qui vous placez toute votre confiance. Une femme qui vous administre vos médicaments, prend votre pouls et vous réconforte d'une voix apaisante. Imaginez maintenant que cette même femme, penchée sur votre lit de malade, observe avec une fascination morbide votre respiration qui ralentit. Qu'elle se délecte de vos derniers souffles, qu'elle s'allonge parfois près de vous pour sentir la vie s'échapper de votre corps. Cette femme a existé, oh oui. Il ne faisait pas bon être à l'hôpital entre 1885 et 1901. Une histoire vraie où la réalité dépasse la fiction la plus sombre. Je vous parle d'une femme dont le nom résonne encore dans les annales de la criminologie américaine. L'histoire et surtout les faits racontent qu'elle a tué méthodiquement, peut-être jusqu'à 100 de personnes dans le Massachusetts, aux États-Unis. Ses patients et collègues l'appelaient Jolly Jane, l'infirmière au sourire rassurant. L'histoire, elle, l'a surnommée l'ange de la mort. Son nom était Jane Toppan, infirmière de profession, tueuse en série par vocation. Son ambition, selon ses propres mots, était de tuer le plus de personnes qu'aucun autre être humain ayant jamais vécu. Son but était simple, devenir la pire tueuse en série que les États-Unis aient connue, voire même le monde. Elle souhaitait être à jamais indétrônable. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, il nous faut remonter le temps, jusqu'à la fin du XIXe siècle, dans une Amérique victorienne où personne n'aurait imaginé qu'une femme au visage avenant, au moins experte et au sourire bienveillant, puisse cacher en elle le plus terrible des démons. Voici son histoire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes comme moi passionné par l'étrange, le sombre et le mystérieux, ici chaque semaine je vous emmène dans une nouvelle affaire racontée avec soin et précision. On y va ? Allez, c'est parti. Notre histoire commence en 1857 dans le Massachusetts. Une petite fille voit le jour à Boston le 31 mars. Elle s'appelle alors Honora Kelly, née d'un père tailleur irlandais, Peter Kelly, et d'une mère dont l'histoire a presque effacé le nom tant son existence fut brève dans la vie de l'enfant. La petite Honora n'a que quelques années lorsque sa mère décède. Son père, Peter Kelly, est un homme instable, alcoolique, dont la folie s'aggrave de jour en jour. Il est surnommé dans le quartier Kelly le fou. Les rumeurs les plus terribles circulent à son sujet. On raconte même qu'un jour, dans un accès de démence, il se serait cousu les paupières. Vraie ou fausse, cette anecdote terrible illustre l'environnement malsain dans lequel grandit la petite Honora. En 1863, alors qu'elle n'a que 6 ans, son père prend une décision qui marquera définitivement son existence. Incapable de s'occuper de ses enfants, il les conduit à l'orphelinat de Boston. La petite Honora et sa sœur sont ainsi abandonnées, livrées à elles-mêmes dans une Amérique où les orphelins sont considérés comme une plaie pour la société, une charge sociale. Pour la petite Honora, c'est le début d'une nouvelle vie, mais aussi d'une profonde blessure qui ne cicatrisera jamais. Comment, après tout, un enfant déjà doté de conscience de la réalité, à 6 ans on comprend déjà un peu les choses de la vie, peut se reconstruire après la mort de sa mère et l'abandon de son père? Il en résulte forcément des séquelles. Quelques mois plus tard, alors qu'elle n'a pas encore 7 ans, elle est placée comme domestique chez les Toppan, une famille bourgeoise de Lowell. À cette époque, il est courant que des familles aisées prennent à leur service de jeunes orphelins, officiellement pour leur offrir un toit et une éducation, officieusement pour disposer d'une main-d'œuvre docile et bon marché. Chez les Toppan, Honora devient Jolly Jane, un surnom ironique pour cette fillette qui va grandir dans l'ombre, sans amour véritable, sans chaleur humaine. Elle n'est pas adoptée légalement, mais prend néanmoins le nom de famille Jane Toppan. La famille Toppan lui offre un toit, une éducation rudimentaire, mais pas l'affection dont elle aurait besoin. Elizabeth Toppan, la fille des maîtres de maison, développe une relation complexe avec Jane. Mélange de jalousie, de mépris social et de rivalité féminine, cette relation toxique ne fera qu'accentuer les troubles psychologiques de la jeune Jane. Pourtant, Jane est intelligente, vive d'esprit. Elle apprend vite et montre des capacités remarquables. Mais derrière son apparente docilité, derrière son sourire et sa jovialité, qui lui valent son surnom de Jolly Jane, se cache une personnalité troublée, en construction dans un environnement hostile.
C'est dans cette demeure bourgeoise de Nouvelle-Angleterre que Jane Toppan va développer une personnalité complexe, marquée par les besoins de reconnaissance, par une jalousie maladive et par un sentiment d'infériorité sociale qui la ronge. À l'âge de 18 ans, Jane franchit une étape décisive dans sa vie. Elle entre comme apprentie infirmière au Cambridge Hospital, l'un des établissements médicaux les plus réputés du Massachusetts. Nous sommes en 1885 et la profession d'infirmière est en pleine transformation. Sous l'influence du modèle introduit par Florence Nightingale, les soins infirmiers se professionnalisent. Les hôpitaux recherchent des jeunes femmes intelligentes, dévouées, capables d'apprendre les rudiments de la médecine moderne. Jane correspond parfaitement à ce profil. Elle est intelligente, appliquée et surtout, elle dégage cette impression de dévouement qui rassure tant les malades. Son sourire, sa bonne humeur apparente lui valent rapidement une excellente réputation auprès des patients comme des médecins. Mais derrière cette façade professionnelle irréprochable, Jane développe une fascination morbide pour la frontière entre la vie et la mort. C'est dans cet hôpital que Jane va découvrir les drogues médicales, notamment la morphine et l'atropine, des substances qui deviendront ses armes de prédilection. À cette époque, ces médicaments sont couramment utilisés dans les hôpitaux, mais leur dosage et leur administration sont encore mal maîtrisés. Jane, elle apprend vite. Elle observe les médecins, mémorise les dosages, comprend les effets de ces substances sur l'organisme humain. Ses collègues et supérieurs ne peuvent imaginer que derrière l'apprentissage consciencieux se cache une curiosité malsaine. Jane commence à expérimenter. Elle modifie légèrement les doses, observe les réactions des patients, note mentalement les effets de ces manipulations. Un jour de 1885, Jane franchit le pas. Elle administre à une patiente âgée une dose excessive de morphine, non pas pour la tuer, mais pour la plonger dans un état de semi-conscience. Puis, dans un geste dont la perversion dépasse l'entendement, elle s'allonge aux côtés de la mourante, l'enlace, cherchant à ressentir physiquement le passage de la vie à la mort. C'est le début d'une longue série. Jane développe ce que les psychiatres appelleront plus tard une pulsion nécrophile, une attirance morbide pour la mort et les mourants. Pour elle, ces moments où elle accompagne ses victimes aux portes de la mort deviennent une forme d'extase perverse. Pendant cette période à l'hôpital de Cambridge, Jane perfectionne sa technique. Elle apprend à doser précisément ses poisons pour prolonger l'agonie ou, au contraire, pour précipiter la fin. Elle devient experte dans l'art de manipuler les dossiers médicaux, d'effacer ses traces. Chose étonnante, personne ne soupçonne rien. Dans un hôpital de la fin du XIXe siècle, la mort est une visiteuse fréquente. Les patients âgés ou gravement malades qui décèdent n'éveillent aucun soupçon. D'autant plus que Jane choisit soigneusement ses victimes, des personnes dont la mort paraîtra naturelle. En 1887, après 2 années passées à Cambridge, Jane rejoint le Massachusetts General Hospital, l'institution médicale la plus prestigieuse de Boston. C'est une promotion, une reconnaissance de ses compétences professionnelles, mais c'est aussi l'occasion pour elle d'élargir son terrain de chasse. En 1889, après quelques années d'expérience hospitalière, Jane décide de changer de voie. Elle quitte le cadre institutionnel pour devenir infirmière privée. Ce choix n'est pas anodin. Il lui offre une liberté d'action considérable et l'accès à un nouveau type de victime. Comme infirmière privée, Jane est désormais employée directement par des familles, généralement aisées, pour s'occuper d'un proche malade à domicile. Cette pratique est courante à la fin du XIXe siècle, où l'hospitalisation est souvent évitée au profit des soins à domicile, considérés comme plus dignes et plus confortables. Jane se construit rapidement une réputation excellente. Elle est Jolly Jane, l'infirmière au sourire rassurant, aux mains expertes, qui apporte non seulement des soins techniques, mais aussi un réconfort moral. Les familles qui l'emploient sont unanimes. Jane est une perle rare, dévouée, compétente, disponible, une pépite. Ce qu'elles ignorent, c'est que derrière ce masque de professionnalisme se cache une prédatrice méthodique. Jane a désormais accès à des foyers privés, à l'intimité des familles. Elle peut manipuler, mentir, empoisonner sans la surveillance d'un hôpital. Sa méthode est toujours la même. Elle utilise la morphine et l'atropine, souvent en combinaison, pour contrôler précisément l'état de ses victimes. Elle peut ainsi les plonger dans un coma artificiel, les réveiller, puis les rendormir, jouant avec la vie comme un chat avec une souris. L'une des particularités de Jane est qu'elle ne se contente pas de tuer. Elle expérimente, prolonge l'agonie, observe les réactions. Parfois, elle sauve même ses victimes, les ramenant du seuil de la mort pour mieux les y repousser plus tard. Cette période marque aussi une évolution dans les motivations de Jane.
si la pulsion nécrophile reste présente, d'autres éléments entrent en jeu. Le pouvoir, la domination, et parfois même des considérations matérielles. Car Jane n'hésite pas à voler ses victimes, s'appropriant bijoux, vêtements ou petites sommes d'argent. Entre 1889 et 1901, Jane va ainsi exercer dans des dizaines de foyers. Boston, Cambridge, Lowell et d'autres villes de la région voient passer cette infirmière dont personne ne soupçonne la véritable nature. Le nombre exact de ses victimes durant cette période reste incertain. Jane elle-même, lors de ses confessions ultérieures, évoquera des dizaines de meurtres. Certains historiens estiment qu'elle aurait pu tuer jusqu'à une centaine de personnes, ce qui en ferait l'une des tueuses en série les plus prolifiques de l'histoire. Ce qui est certain, c'est que ses victimes sont diverses. Des personnes âgées bien sûr, mais aussi des adultes plus jeunes, des convalescents qui auraient dû se rétablir. Jane ne choisit pas toujours ses victimes par nécessité. Parfois c'est l'opportunité, parfois une antipathie personnelle, parfois simplement l'envie d'expérimenter qui guide son geste meurtrier. L'année 1901 marque un tournant dans la carrière criminelle de Jane. Jusqu'alors, elle avait su maintenir les apparences, dispersant ses crimes, évitant d'éveiller les soupçons. Mais comme tous les criminels en série, Jane va finir par commettre une erreur fatale, concentrer ses meurtres sur une seule famille, dans un laps de temps trop court. Cette famille, c'est la famille Davis, de Catomet, une petite ville du Massachusetts. Tout commence lorsque Jane est engagée pour s'occuper de Mattie Davis, une femme d'âge moyen souffrant d'une dépression nerveuse, ce que l'on appelait alors neurasthénie. La famille Davis est respectable, aisée, et comme beaucoup d'autres avant elle, elle voit en Jane une professionnelle dévouée. Ce que la famille Davis ignore, c'est que Jane nourrit une jalousie tenace envers leur confort, leur statut social, leur bonheur familial, tout ce dont elle a été privée. Cette jalousie, combinée à ses pulsions meurtrières, va déclencher une série de crimes particulièrement odieux. En juillet 1901, Jane empoisonne d'abord Mattie Davis, sa patiente. La mort est attribuée à une crise cardiaque, ce qui n'est pas rare chez une personne souffrant de troubles nerveux. Jane gagne ainsi la confiance et la reconnaissance de la famille endeuillée. Puis, quelques semaines plus tard, c'est Minnie, la fille de Mattie, qui succombe mystérieusement. Là encore, personne ne soupçonne un meurtre, on parle d'une fièvre typhoïde, une maladie fréquente à l'époque. Ensuite, c'est au tour d'Alden Davis, le mari de Mattie et père de Minnie. Épuisé par le chagrin des 2 décès successifs, il devient la 3e victime de Jane au sein de la même famille. Enfin, Jane s'attaque à Mary Gibbs, une autre fille du couple Davis. 4 membres d'une même famille emportés en l'espace de quelques semaines. C'est ce qui finit par éveiller les soupçons. C'est le capitaine Paul Gibbs, mari de Mary, qui le premier commence à douter. Ces morts successives et rapprochées lui semblent suspectes. Il contacte un médecin légiste et demande une autopsie du corps de sa femme. Le résultat est sans appel. Mary Gibbs a été empoisonnée à la morphine et à l'atropine. Les corps des autres membres de la famille Davis sont exhumés et examinés, révélant le même mode opératoire. L'enquête se tourne naturellement vers Jane, la seule personne présente lors de chacun des décès. Elle est arrêtée le 29 octobre 1901 à Amherst, dans le New Hampshire, où elle avait fui après la mort de Mary Gibbs. L'arrestation de Jane fait l'effet d'une bombe dans la société américaine de l'époque. Comment une femme, une infirmière, censée incarner le dévouement et le soin, a-t-elle pu commettre de tels actes ? Lors de son arrestation, Jane nie d'abord toute implication, mais face aux preuves accablantes, elle finit par craquer. Ses confessions dépassent l'entendement et choquent l'Amérique tout entière. Jane ne se contente pas d'avouer les meurtres de la famille Davis, elle révèle une carrière criminelle s'étendant sur plus de 2 décennies. Elle confesse avoir tué sa logeuse et son mari à Lowell. Elle admet avoir empoisonné des dizaines de patients à l'hôpital de Cambridge et au Massachusetts General Hospital. Plus troublant encore, elle détaille sa méthode, son plaisir pervers à contrôler la vie de ses victimes, à les accompagner dans l'agonie. Elle explique comment elle s'allongeait parfois auprès des mourants, cherchant une forme d'extase morbide dans ces moments. Le procès de Jane s'ouvre en juin 1902. Il est bref, car la défense plaide d'emblée la folie. Les avocats s'appuient sur l'hérédité. Le père de Jane, rappelons-le, était connu comme Kelly le Fou, et sur ses confessions dérangeantes qui révèlent un esprit clairement dérangé. Le jury n'a pas besoin de délibérer longtemps. Jane est déclarée non coupable pour cause de folie, selon les termes juridiques de l'époque. Elle échappe ainsi à la peine de mort, mais est condamnée à l'internement à vie au Taunton State Hospital, un asile psychiatrique du Massachusetts.
Lors d'un entretien avec un aliéniste, un psychiatre, après son procès, Jane fait une déclaration restée célèbre. « Mon ambition ultime était de tuer plus de personnes sans défense, que n'importe quel homme ou femme ayant jamais vécu. » Cette confession glaciale révèle l'ampleur de sa pathologie. Jane n'était pas simplement une meurtrière opportuniste, elle était animée par une pulsion de mort, par une ambition macabre qui la plaçait dans son esprit en compétition avec d'autres tueurs. Jane passera le reste de sa vie, soit 36 ans, internée au Taunton State Hospital. Durant ces longues années, elle alterne entre périodes de lucidité et crises de démence. Parfois calme et coopérative, elle peut devenir violente et délirante. Les médecins qui l'étudient sont fascinés par ce cas exceptionnel. Jane représente un mystère pour la psychiatrie naissante de l'époque. Comment une femme apparemment normale, professionnellement compétente, socialement intégrée, a-t-elle pu devenir une tueuse en série aussi prolifique ? Les théories abondent. Traumatisme de l'abandon, hérédité de la folie paternelle, frustration sexuelle, jalousie sociale, aucune n'explique complètement le cas de Jane. Ce qui est certain, c'est que Jane incarne une figure qui hante l'imaginaire collectif, celle de l'ange de la mort, l'infirmière tueuse, celle qui transforme le soin en meurtre, la vie en mort. Jane s'éteint le 17 août 1938 à l'âge de 81 ans, dans cet hôpital psychiatrique où elle a passé plus de 3 décennies. Elle emporte avec elle le décompte exact de ses victimes et les motivations profondes de ses actes. Son histoire reste l'une des plus troublantes des annales criminelles américaines, non seulement par le nombre de ses victimes, mais par la perversion spécifique qu'elle représente, celle du soignant devenu bourreau, de la main qui guérit transformée en main qui tue. La figure de Jane continue de fasciner les criminologues, les psychiatres, ainsi que nous, le grand public. Elle incarne l'exception terrifiante dans une profession qui se donne au quotidien et sans compter aux soins et au dévouement. Dans son journal intime, on a retrouvé cette phrase glaçante. « Le frisson que j'éprouve quand la vie s'échappe d'un corps est plus puissant que n'importe quel plaisir. » Cette femme qui a veillé sur des centaines de malades, cette femme qui, pendant 16 ans, a tué sans éveiller le moindre soupçon, un esprit torturé qui a détourné la vocation la plus noble en son contraire absolu. Cette histoire fascinante, bien qu'elle se soit déroulée il y a plus d'un siècle, nous interroge encore sur la nature humaine, sur ces abîmes insondables qui peuvent se dissimuler derrière les apparences les plus ordinaires. Jane Toppan reste une aberration de l'histoire, une parenthèse macabre entachant une profession qui, chaque jour, se donne corps et âme pour sauver des milliers de vies. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce récit vous a captivé autant que j'ai pris plaisir à vous le raconter. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos prochaines enquêtes, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire vraie qui va vous glacer le sang. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux.